Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns dans ce webinaire. Il est 11 heures pile, pile, pile. Je vais donc commencer pour tenir le timing. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Fellin, j'ai fondé et je dirige le cabinet de conseil Smart to Circle. Je suis accompagnée ici, je vous la montre, de Pauline Rothberg, qui est experte ESG senior chez nous, qui sera votre présentatrice principale pour aujourd'hui, puisque Pauline a fait, avant de venir chez Smart to Circle, une thèse d'à peu près 3 ans sur le sujet de la CSRD. Donc, la CSRD, elle la maîtrise. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais, euh, je vais simplement changer la disposition pour que vous puissiez bien voir les slides. L'idée, c'était que vous puissiez nous voir et voir Pauline. On va passer uniquement sur le contenu. Euh, Avant d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que nous avons comme programme pour aujourd'hui? Alors, ce que nous espérons avec ce premier webinaire, c'est que vous puissiez en savoir plus sur les bases de la CSRD, ses objectifs, les obligations, les avantages, le concept de chaîne de valeur, c'est une notion assez importante en CSRD, ce fameux principe de double matérialité pour évaluer les impacts et les enjeux, tout ce qui est jargon autour de la CSRD, des IRO, des PAC, des MDR, des GOV, bref, tout ce joli jargon qu'on va essayer de vous décortiquer, et la structure et le fonctionnement des standards ESRS. Alors, ce webinaire, il s'appelle Démystifier la CSRD parce on a vraiment envie de pouvoir vous montrer que même si on a une certaine position, dont je vais parler juste après par rapport à la CSRD, euh, elle peut être simple. Et c'est ce qu'on a envie de vous montrer aujourd'hui. Alors, pour l'aspect vraiment pratico-pratique, vous avez donc le webinaire, il va durer 1 heure. On devrait avoir terminé en 50 minutes à peu près, de sorte qu'on puisse répondre à vos questions pendant 5-10 minutes. Donc, pour poser vos questions, donc faites-le tout au long du webinaire. Il suffit de cliquer non pas dans la conversation, mais dans l'onglet sur le haut de votre écran Q&R, questions et réponses. Et comme ça, vous pouvez directement les poser tout au long de la session et on y répondra en fin de webinaire. Alors, un tout petit mot sur Smart to Circle, qui on est, ce qu'on fait très brièvement. Donc, nous, Smart to Circle, on est une société qui accompagne les entreprises dans tous leurs sujets ESG. On ne fait que ça, on ne fait que de l'ESG du lundi matin au vendredi soir. Notre mission, c'est de pouvoir accompagner un maximum d'entreprises à changer le monde grâce à leur business. Alors, au niveau des services qu'on propose, c'est du bilan carbone, de la stratégie ESG, de la mise en conformité justement pour la CSRD, tout ce qui est rapport extra-financier. Donc, oui, alors je vois déjà une question qui arrive, les slides seront disponibles. Ouais, vous pouvez prendre note, bien entendu, mais on vous les enverra. Euh, alors, au niveau donc je vous dis des rapports extra-financiers, donc on fait beaucoup de rapports extra-financiers et en fin de course, on accompagne aussi les entreprises lorsqu'elles le souhaitent et si ça fait sens, à obtenir des labels type EcoVadis, Bicorp ou d'autres comme l'échelle de performance CO2 par exemple. On est une chouette équipe hyper motivée, dynamique que vous avez ici sous les yeux, uniquement d'experts et d'expertes ESG qui ne font que ça du matin au soir. Et alors, ben, on a la chance d'avoir, étant donné qu'on existe depuis 2018, on a la chance d'avoir toute une série de très chouettes et très beaux clients qui nous font confiance depuis plusieurs années dans divers secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit les médias, que ce soit la construction, le service. On est vraiment présent dans à peu près toutes les industries. Ça, c'est pour ces Smart to Circle. Alors, avant d'aller évidemment dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la CSRD va-t-elle disparaître? Alors, j'ai rajouté ces quelques slides, en fait, suite à une annonce qui a eu lieu la semaine dernière par le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, qui annonçait la suppression de la CSRD. Alors, je dis, quand on a créé ce webinaire, il y a peut-être, on l'a lancé il y a peut-être 3-4 semaines, CSRD démystifié. Je pense que c'était déjà un petit peu la volonté de pouvoir vous montrer que c'est important de la démystifier, mais on pense qu'il est important de la simplifier. Alors, est-ce qu'elle va disparaître? Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Toujours est-il que, pourquoi est-ce que
le vice-président exécutif de la Commission a annoncé cette suppression, alors elle ne sera pas supprimée, c'est parce que le 26 février prochain aura lieu à la Commission un échange sur une directive qui s'appelle Omnibus, qui vise en fait à simplifier toute une série de démarches administratives au niveau de l'Europe. Il y a le volet de l'agriculture qui tombe dedans et le volet de la CSRD. Alors, en toute logique, enfin en toute logique, vous avez l'Allemagne qui fait énormément de lobby pour vider complètement la CSRD de sa substance. Il y a la France qui s'est positionnée également. Je ne pense pas que la Belgique se soit positionnée. Mais toujours est-il que le 26 février, je pense qu'il y aura de sérieux changements dans le contenu de la CSRD. Alors, moi, je voudrais juste vous partager, nous, notre point de vue, notre position sur le sujet. C'est qu'en fait, avant qu'il y ait la CSRD, donc nous, je dis nous, on fait ça depuis des années, les clients, quand ils nous appelaient, et, enfin, les prospects, ils nous disaient, ah ben, on a envie de mesurer nos actions, on veut une stratégie qui fait sens, on a besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans nos idées, on veut avoir de l'impact positif, mais on ne sait pas par où commencer. Donc ça, c'est ce qu'on nous disait avant. Aujourd'hui, quand on nous contacte, c'est on doit faire du reporting, on n'a pas le choix, on ne sait pas ce qu'on va devoir divulguer, on a entendu parler de centaines et voire des milliers de données à devoir reporter à l'Europe. On n'a pas ces données, donc un grand vent de panique. Alors j'entends beaucoup aussi, je refuse qu'on m'oblige à acheter une voiture électrique parce que Trump, lui, fait ce qu'il veut, ou bien je vois pas pourquoi nous, on devrait faire du reporting alors que aux États-Unis, en Chine, ils font rien et en gros, ils s'en fichent. Donc ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est ce que j'entends tous les jours. Et donc, on se retrouve avec une situation dans laquelle on a une CSRD qui avait certes une bonne intention de base, mais qui effraie complètement les entreprises. Et ce qui est dommage, c'est de mettre dans le même panier le reporting USG, parce que le reporting USG fait sens, bien entendu, dans le même panier que la bureaucratie très complexe de la CSRD. Alors, juste je vous dis, notre position par rapport à ça, c'est qu'on a envie de se rappeler le pourquoi un rapport extra-financier, c'est intéressant et ça fait sens. Et alors, si vous connaissez le Golden Circle de Simon Sinek, qui part du principe que ce sur quoi il faut s'attarder, c'est le pourquoi avant tout, et puis le comment et le quoi suivra. La CSRD, le pourquoi elle veut du reporting, c'est pour pouvoir comparer les choses. Et ça, on peut l'entendre. C'est exactement comme en finance. On a chaque entreprise, un compte de résultat, un bilan comptable qui est comparable pour toutes et tous, pour toute entreprise. Donc, on peut comprendre que la CSRD veuille quelque chose de comparable et d'harmonisé, et ça fait sens. En revanche, sur le comment, on se retrouve, Pauline va vous l'expliquer plus en détail après, mais avec plus de 1000 data points à devoir partager. Enfin, à devoir partager, non, ils ne sont pas tous obligatoires, mais en tout cas, une liste de plus de 1000 data points. Et le quoi, eh ben, c'est un rapport de 400 pages peut-être de contenu qui finira peut-être dans un tiroir sur un bureau et qui ne sera jamais lu. Nous, notre position et ce qu'on a vraiment envie de défendre, c'est vraiment de revenir à l'essentiel. Donc, de se rappeler que le pourquoi il faut un rapport de durabilité, c'est simplement parce qu'il y a urgence sur le volet climatique, qu'il y a urgence et des gros besoins et des gros défis sur le volet social, et que chaque entreprise doit, bien entendu, continuer à faire du profit. euh, tout en jonglant dans ces trois aspects. Sur le comment faire ça, mais c'est pas avec des centaines et des milliers d'informations et de lignes à parcourir, mais c'est en travaillant, comme on le fait depuis des années, avec les comités de direction, avec les équipes, en trouvant des solutions, en échangeant. Et le comment, c'est un rapport, alors peut-être pas comme sur l'image ici, d'une seule page, ce serait peut-être un petit peu léger, mais en tout cas un rapport de durabilité qui est lisible, qu'on a envie de parcourir, qu'on a envie de lire et qu'on lit finalement peut-être comme un bon bouquin. Ça, c'est vraiment notre position, notre attention qu'on a envie de défendre finalement avec le rapport de durabilité. Maintenant, on n'a pas le choix. Que de faire avec la CSRD. Donc, on verra le 26 février comment l'Europe se positionne, mais il n'est vraiment pas possible alors on espère qu'elle ne se videra pas de sa substance, bien entendu, mais qu'elle sera peut-être euh, moins complexe à comprendre et à aborder.
Voilà. Et alors, pour information, il y a toute une série aussi de collectifs qui se sont créés, notamment en France, avec des milliers d'entreprises qui, comme nous, défendent non pas évidemment de supprimer ni de vider la CSRD de sa substance, mais d'en ramener, de garder l'objectif qui est de répondre à des urgences, que ce soit climatiques ou sociales. Voilà pour ma part. Je vais maintenant laisser la parole à Pauline qui va poursuivre sur le volet technique. Voilà, voilà. Voilà, Pauline. Mais bonjour à tous. Donc moi, je suis plus là pour, c'est ça, vous expliquer le volet technique. Et donc avant de rentrer dans le concret et donc dans les explications de qu'est-ce que en fait le SRS 1 et le SRS 2 de la CSRD, on voulait refaire une brève introduction. Ouais. Voilà. Une brève introduction sur en fait le contexte autour de cette CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, il faut savoir que cette directive, en fait, elle a été mise en place par l'Europe dans le but de cadrer en fait les informations en termes de durabilité pour les entreprises. L'Europe voulait vraiment, en fait, que les entreprises puissent, à travers ce reporting, mieux comprendre les risques qu'elles ont en termes de risques environnementaux, sociétaux, liés à l'image de marque, etc. Et donc, cette CSRD, elle concerne environ 5000 entreprises en Europe. 50 000, j'ai dit. 50 000 entreprises en Europe, pardon. Et donc, Stéphanie vous en a déjà un petit peu parlé, mais pourquoi est-ce que finalement cette CSRD, elle a été mise en place? C'est pas à nouveau, ok? Le reporting ESG, il date pas d'hier. Il y a des milliers d'initiatives qui ont été créées, il y a d'autres référentiels qui existent, sauf qu'en fait, tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait, et donc on se retrouvait avec des entreprises dans un secteur qui faisaient des super reporting, qui se basaient voilà, elles avaient vraiment envie de faire bien les choses et se baser sur des référentiels qui sont reconnus. Et puis à côté de ça, on avait des entreprises dans le même secteur qui faisaient aussi du reporting, mais là, on avait des déclarations mensongères où on avait, voilà, ça manquait de transparence et de clarté. Et donc, c'est ce qu'on a appelé un peu le greenwashing. Et l'Europe, elle a voulu mettre fin à tout ça en se disant, mais finalement, est-ce que les états de durabilité, donc ce reporting ESG, devraient en fait ressembler aux états financiers et donc être comparables, être crédibles? Pour ça, elle a donc mis en place la CSRD dans ce but-là, d'avoir des infos qui sont comparables, des informations qui sont comparables et qui sont crédibles, puisqu'elle veut que ces informations soient auditées. Alors, à la suite donc, de cette CSRD, il y a eu des premières enquêtes qui ont été faites, et normalement, notamment une de PwC en 2004, qui donc porte sur 547 répondants, qui sont des répondants qu'ils appellent cadres de haut niveau. Et alors, il faut bien garder à l'esprit que cette enquête, les personnes qui ont répondu, pour la majorité, ils sont issus d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Donc, c'est clairement pas représentatif de toutes les entreprises, mais bon, voilà, ça donne une petite idée. Et donc ici sur la slide, on voit qu'en fait, on leur demande, mais finalement, quels ont été les bénéfices pour vous de ce voyage CSRD, ouais, ce process, quels ont été les avantages pour vous? Et donc, on voit qu'en fait, les entreprises les premières qui sont soumises à la CSRD, donc j'y reviendrai plus tard, mais donc il y a plusieurs échéances pour plusieurs types d'entreprises. Mais les premières ont tendance à dire, ben, en fait, nous, ça a permis un meilleur engagement de nos parties prenantes, que ce soit interne ou externe. Ça nous a permis une meilleure gestion des risques. Ça améliore aussi un petit peu l'image, etc. Et on voit que les entreprises qui vont, elles, être soumises à la CSRD dans un deuxième temps, sont peut-être un peu moins enthousiastes que les premières, mais c'est aussi peut-être lié au fait qu'elles soient au début du process quand les autres sont déjà un petit peu plus loin. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est ils ont demandé, mais finalement, qui est concerné par cette CSRD, qui est-ce que vous embarquez avec vous?
Et on voit qu'en fait, l'avantage de la CSRD, c'est qu'en fait, elle touche pas mal de départements et elle fait en sorte que les départements dialoguent entre eux. Alors, quand il existe un département sustainability, ben, celui-là, il est quasiment toujours de toute façon autour de la table. Mais on voit qu'il y a très, très souvent, en fait, la finance qui est là, le board qui est là, un peu moins souvent, peut-être l'IT, quoique. Et donc, voilà, c'est ça, c'est vraiment un de ses autres avantages, c'est vraiment que ça permet finalement d'avoir des discussions avec tous les départements ensemble. Alors, la CSRD, il y a premièrement l'ESRS, donc European Sustainability Reporting Standard 1. Lui, en fait, il énonce les principes de la CSRD. Donc, comment ça fonctionne, quels sont ses grands principes, ses grands concepts. Alors, dans cette ESRS 1, la première chose qu'on veut savoir, ben, finalement, c'est quels sont les sujets qui sont abordés et puis qui est concerné. On parle de chaîne de valeur, mais qu'est-ce que c'est selon la CSRD? On parle aussi de la notion de la double matérialité, donc ça c'est vraiment quelque chose de propre à la CSRD, j'y reviendrai. Et puis enfin, mais quel est le périmètre? Alors, mais quels sont les sujets? Quand on parle d'état de durabilité, qu'on veut cadrer les informations sur la durabilité, on parle d'environnement, on parle de social et on parle de gouvernance. Donc ça, c'est ESG, environnemental, sociétal et gouvernance. Et donc, pour parler de ces sujets, la CSRD, elle dit d'abord, donc il y a le ESRS 1, celui qu'on est en train de voir, qui est les principes généraux, puis on a l'ESRS 2 qui relate des informations générales, j'y reviendrai. Celui-là, il est obligatoire dans tous les cas, j'expliquerai plus tard. Et puis alors, on a ce qu'on appelle les sujets thématiques, donc autour de l'environnement, le social et la gouvernance. Dans l'environnement, la CSRD reconnaît 5 gros sujets: le changement climatique, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, et enfin l'extraction de ressources et l'économie circulaire. Au niveau, sur le volet social, elle reconnaît qu'il faut regarder ses impacts au niveau de nos travailleurs, donc de son personnel à soi, de son entreprise dans ses opérations propres, des travailleurs dans sa chaîne de valeur, les communautés affectées. Donc, si je suis Ikea que je déforeste, ça veut dire qu'il y a des communautés qui vont sans doute se déplacer. Et donc ça veut dire que j'ai un impact sur les communautés affectées. Ça rentre dans cette ESRS. Et puis enfin, j'ai les clients et les consommateurs finaux. Est-ce que j'ai un gros impact ou pas sur eux? Est-ce que ça me concerne moi? Et enfin, au niveau gouvernance, elle a ce qu'on appelle la conduite des affaires. Et dans la conduite des affaires, il y a différents sujets. Il y a la culture d'entreprise, il y a le lobbying, la corruption. Et alors, elle a mis le bien-être animal dans la conduite des affaires parce qu'elle ne savait pas trop où le mettre. Qui est concerné par cette directive? Donc, il y a un premier volet ici en 2025, qui sont les entreprises d'intérêt public de plus de 500 employés, donc autrement dit les entreprises cotées, qui elles-mêmes étaient déjà soumises avant à la NFRD, donc Non-Financial Reporting Directive. Donc en fait, c'était déjà donc c'était comme on vous l'a dit, hein, il y avait déjà d'autres initiatives qui existaient de reporting ESG, notamment cette directive européenne. Là où la CSRD a fait mieux, c'est qu'elle a augmenté le nombre d'entreprises qui sont soumises à ce reporting de durabilité et elle a ajouté le fait que ces informations maintenant sont auditées et la notion de double matérialité. En 2026, on a donc maintenant, contrairement à avant, des grandes entreprises qui sont soumises à cette CSRD et qui remplissent au moins 2 des 3 critères suivants, à savoir 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan. En 2027, normalement, on a aussi les PME cotées qui vont être soumises et voilà, ça c'est encore possiblement en discussion, c'est pour ça que je dis normalement. Et donc, c'est la même chose, donc elles doivent respecter au moins 2 des 3 critères suivants, donc de 10 à 250 employés, de 700 000 € à 40 millions de chiffre d'affaires et 350 000 € à 20 millions de total bilan. Donc ça, c'est pour les entreprises soumises. Alors, quand est-ce que je suis soumise? Mais à partir du moment où 2 années consécutives, l'entreprise rentre donc à 2 des 3 critères qui sont sélectionnés, elle est soumise à la CSRD. Donc pendant 2 ans consécutifs, il faut avoir ces 2 critères qui sont validés. Et dans ce cas-là, vous êtes soumis à la CSRD. Petite nuance, si c'est un groupe, les filiales, même si elles remplissent les critères, ne doivent pas faire la CSRD si elles ont une société au-dessus d'elles, donc une société mère. C'est à la mère de faire l'ensemble du rapport.
Alors, la CSRD, elle définit la notion de chaîne de valeur. En fait, l'idée derrière, c'est vraiment de se dire, mais finalement, les impacts, avoir des impacts sur l'environnement, la société ou en gouvernance, c'est pas spécifiquement dans nos opérations propres. Ça peut aller beaucoup plus loin en fonction du secteur dans lequel elle est. Et donc, la CSRD met vraiment un point d'honneur à ce qu'on dise, mais en fait, il faut que j'ouvre un petit peu mon spectre, il faut que j'aille voir un petit peu ailleurs si j'ai pas des impacts en dehors de mes opérations. Et donc, la chaîne de valeur, ben, c'est l'ensemble des activités, des ressources, des relations que l'entreprise utilise, que ce soit en amont, donc dans ses chaînes d'approvisionnement, ou en aval, donc tout ce qui est vente, consommation de fin de produit. Ça comprend aussi d'aller voir, mais finalement, dans quel contexte est-ce que je suis, au niveau géographique, géopolitique, les réglementations, etc. Donc, c'est vraiment faire une analyse du contexte dans lequel vous êtes pour pouvoir identifier les hotspots, comme on dit, les gros problèmes qui pourraient arriver en amont, en aval ou chez vous. Donc ici, vous avez un exemple, par exemple, de chaîne de valeur de Carrefour. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment de faire une représentation un petit peu comme ça, sympa, graphique de votre chaîne de valeur à vous, pour mieux comprendre, mais finalement, quelles sont moi les ressources que j'utilise? Donc, quelles sont les ressources financières, quelles sont les ressources humaines, le capital environnemental, donc les ressources naturelles qui sont parfois non renouvelables que j'utilise, pour pouvoir mouliner tout ça, que je les utilise dans mon activité pour faire mon business et à la fin, je crée de la valeur. Alors, ça peut être, je mets à disposition de la nourriture pour la population, etc. Enfin, je crée de la valeur, mais j'utilise ces ressources. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est vraiment essayer de comprendre un peu plus loin que juste moi en tant que Carrefour, c'est de me dire, ben, en fait, je travaille avec des gens et je nourris des gens. Voilà, d'un peu mieux comprendre ça. Deuxième concept important, et celui-là c'est même le plus important de la CSRD, c'est la notion de double matérialité. Alors, double matérialité, on parle donc de deux matérialités. Matérialité, donc importance, ok, ça veut dire c'est un synonyme d'important. On a la matérialité financière et la matérialité d'impact. Matérialité financière, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà. Les autres reporting, les autres référentiels se basaient sur ça. C'est vraiment l'idée de dire, mais finalement, moi, qu'est-ce que j'ai comme risque en tant qu'entreprise à cause du changement climatique, à cause des mouvements sociaux, etc. Qu'est-ce que j'encours comme risque sur mon business à cause de ces événements-là? Et la matérialité d'impact, elle va dans l'autre sens. Elle dit, oui, mais moi, est-ce que mon activité engendre aussi un impact sur ces événements climatiques et sociaux? Si on reprend l'exemple des inondations qu'il y a eu en Belgique, je pense que c'était l'été 2021, mais c'est de dire finalement quels sont les risques pour moi d'être inondé, quels sont les risques d'être inondé ou d'avoir des chances d'être inondé dans le futur. Mais moi, est-ce que mes activités ont eu un impact sur le fait des inondations? Est-ce que mes activités font que je mets du béton partout et que donc l'eau n'arrive plus à s'infiltrer et donc on a plus d'inondations dans la région? Donc c'est vraiment cette double notion, c'est de s'interroger en fait des deux côtés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de propre à la CSRD. Donc la CSRD, elle dit, ben voilà, vous êtes soumis à la CSRD, c'est une obligation. Vous devez faire votre analyse de double matérialité, donc étudier ces deux matérialités. Pourquoi? Mais parce que c'est une fois que vous aurez identifié, vous aurez fait cette analyse sur ces deux pôles, que finalement, il y a des enjeux qui vont s'avérer matériels. Donc il y a des sujets. Un enjeu, c'est un défi sociétal, un petit peu, une question de société. Et donc, mais finalement, quels sont ceux qui sont vraiment importants pour moi, qui me concernent vraiment? Ça, c'est ce que va permettre d'identifier l'analyse de double matérialité et comment, j'y reviendrai, mais au travers donc de cette analyse de matérialité d'impact et matérialité financière qui sont elles-mêmes analysées au travers des IRO, donc impact, risque et opportunité. Donc, on a d'abord la matérialité d'impact. La matérialité d'impact, c'est de dire, moi, mon business, mon activité, comment impacte-t-elle l'environnement, le sociétal et la gouvernance? Dans cette matérialité d'impact, je l'étudie, je l'analyse à travers des impacts. Un impact, c'est une conséquence, ok? C'est par exemple l'eau douce qui est polluée par les microplastiques ou la réduction des inégalités, etc. Et donc ces impacts, ils peuvent être
positifs ou négatifs. On peut très bien aussi avoir des choses qui sont positives, ok? Et puis, ils peuvent être réels ou potentiels. Si, en effet, j'ai permis de réduire les inégalités, ou si je suis sûre que j'ai pollué l'eau, alors l'impact, il est réel. Si je n'ai pas de, il n'y a pas de preuve que j'ai pollué l'eau, mais mon activité me fait penser qu'il y a sans doute un risque et que ça pourrait arriver dans les prochaines années, alors c'est potentiel. Et puis on a la matérialité financière qui, elle, est analysée au travers des risques et opportunités, donc les RO, qui est de dire, mais finalement, là, c'est plutôt quel est l'impact des événements climatiques et sociaux sur mon activité? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que, par exemple, ça va me coûter de l'argent parce que je sais que je vais devoir dépolluer l'eau que je pollue? Ou au contraire, je me dis, en fait, moi, je me rends compte que j'ai la solution pour dépolluer les eaux et donc je vais ouvrir une nouvelle activité et mon activité va être de dépolluer. Dans ce cas-là, c'est une opportunité, alors qu'avant, c'était plutôt un risque financier. Donc vraiment, les risques et les opportunités, c'est sur le volet financier, c'est ce qui nous impacte, nous, en tant qu'activité. Et donc, une fois qu'on a étudié ces deux volets, on a passé en revue les IRO, donc premier jargon de la CSRD, IRO, donc impact, risque et opportunité. Et donc, eux, ensemble, ils reflètent la notion de double matérialité. Une fois qu'on a donc analysé cette matérialité d'impact au travers des impacts positifs, négatifs, réels et potentiels, et les RO, donc risque et opportunité, au travers de la matérialité financière, on a donc notre fameuse matrice de double matérialité. Et donc, vous voyez, ici, je ne sais pas si on voit ma souris qui bouge, ouais. En fait, la CSRD, elle dit que donc, à partir du moment où un impact est important, ne fût-ce que sur le volet financier ou sur la matérialité d'impact, on doit le considérer, on est obligé de le prendre en compte. Donc, on peut soit avoir des impacts qui sont importants juste sur le volet financier et pas sur le volet d'impact, et inversement, ou alors les deux. Et donc, on doit prendre les risques et opportunités importants pour les deux ou séparément. Et donc, c'est ici cet espace vert que vous voyez où on a l'obligation de donner des informations sur ce qui est en vert. Par contre, on n'a pas l'obligation, on peut le faire pour ce qui est en blanc. À savoir que la taille des boules représente en fait l'importance du sujet, de l'enjeu, de la question sociétale pour les parties prenantes. Tu voulais dire quelque chose? Que ce sont des enjeux. Oui, les boules ici représentent des questions de société, donc les enjeux, les fameux enjeux. Alors, cette double matérialité, finalement, quand est-ce qu'elle doit être mise à jour? Donc, on l'a fait une première fois, et puis en théorie, la CSRD dit qu'on doit le faire chaque année. Mais en pratique, si vous n'avez pas eu de modification d'activité, de changement dans la structure ou dans la chaîne de valeur, elle doit être faite maximum tous les 3 ans. OK? Donc, en théorie, chaque année, en pratique, maximum tous les 3 ans, s'il n'y a pas de changement. Si, entre-temps, vous rachetez des filiales et des choses comme ça, alors il y a des chances qu'il faudra refaire l'analyse de double matérialité. Au niveau du périmètre, mais en fait, la règle, c'est vraiment de dire, mais l'état de durabilité, donc la CSRD, elle suit le périmètre des états financiers. Si vous êtes un groupe et que vous consolidez, mais alors vous consolidez aussi, le périmètre est le même pour la durabilité. Il y a juste une exception que la CSRD appelle, nouveau jargon, niveau de désagrégation. OK? En fait, on dit que si jamais il y a des enjeux qui sont spécifiques à certaines filiales, à certains pays, à certains secteurs, et c'est des choses qui sont possibles. Il y a des impacts, des enjeux qui parfois sont vraiment pertinents au niveau européen, qui le sont beaucoup moins sur le continent africain et inversement. Et même ça, alors on peut faire une analyse des enjeux spécifiques à cette filiale, à ce pays, à ce site de production. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il dit cette SRS 1? Donc, sur les principes généraux de la CSRD, il dit, mais premièrement, en fait, à travers de la cartographie de la chaîne de valeur, donc cette étude, cette analyse de la chaîne de valeur, on cherche à comprendre le contexte de l'entreprise dans lequel elle évolue. Donc, en amont, en aval, qui sont les réglementations autour de moi, quels sont les acteurs, etc., etc. Et puis après, elle nous dit, mais finalement, il faut identifier les impacts, risques et opportunités que j'ai
sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et puis ces impacts, risques et opportunités, je vais devoir leur attribuer une cote, je vais devoir leur attribuer une note pour savoir mais finalement à quel degré ils se situent. Est-ce qu'ils sont importants pour moi ou est-ce qu'ils sont moins importants? Les plus importants, donc ça c'est ce qu'on avait vu à travers le graphique de l'analyse de double matérialité, les plus importants, je vais devoir donner des informations dessus et là je suis obligée de le faire. À toujours garder en tête que, alors on va se dire, oui, mais la chaîne de valeur, c'est énorme. Moi, je peux avoir une énorme chaîne de valeur. C'est vraiment, il faut se dire que l'image fidèle est plus importante que le niveau de détail. Donc, il faut toujours rester proportionné dans ce qu'on fait, identifier les gros cailloux dans la chaîne de valeur, mais c'est sûr qu'on va pas savoir faire tout, aller partout, demander des questions. Donc, c'est vraiment cette idée de hotspot et de se dire, mais ça, je peux pas le nier. Par contre, ça, c'est vraiment petit, donc on peut enlever. Alors, autre chose qui est bon à savoir, donc en fait, l'Europe va mettre en place une plateforme européenne pour déposer ces fameux rapports CSRD. Comme je l'ai déjà dit, les données, elles vont être auditées et contrôlées. Et alors, par rapport à la Belgique qui a transposé la CSRD, la Belgique s'est positionnée par rapport à d'autres pays en mettant un point d'attention sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'on mette la pression aux petites PME. Parce que donc ce concept de chaîne de valeur fait qu'on va aller devoir demander de l'information à nos fournisseurs, à nos clients qui sont parfois des petites PME et qui n'ont pas toujours les moyens de nous donner les réponses qu'on attend. Et donc la Belgique a mis un point d'honneur à ce que ces PME soient protégées et qu'on ne puisse pas leur mettre la pression d'avoir absolument des données. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas avoir, on ne mettra pas d'assurance sur les données qui sont fournies par les PME. Autre point, la Belgique s'est aussi positionnée par rapport aux amendes encourues. Donc les dirigeants, les administrateurs et les réviseurs d'entreprise s'exposent à une amende entre 50 € et 10 000 € en cas de manquement à la CSRD. Et si on arrive à identifier qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, enfin, qui a été publié et qui avait un but frauduleux derrière, ou que, enfin en tout cas qu'il y a un but frauduleux qui a été identifié, alors dans ce cas-là, ils risquent ces personnes-là donc entre 1 mois et 1 an de prison. Deuxième standard, le fameux ESRS 2, qui lui parle des informations générales à la CSRD. Alors, son contenu à lui, en gros, si vous voulez, quand vous avez fait cette analyse de double matérialité, imaginons, alors c'est presque impossible, mais imaginons qu'il n'y a rien, il n'y a aucune question sociétale qui apparaît importante pour vous, qui apparaît matérielle. Dans ce cas-là, vous avez quand même l'obligation de publier les informations qui sont demandées dans le SRS2. Donc le SRS2, il est obligatoire, peu importe les résultats de l'analyse de double matérialité. On verra plus tard des exemples, mais donc le SRS2, en information générale, pour parler plus concrètement, il va vous demander par exemple comment est organisé vos organes de gouvernance, comment vous avez fait pour mener à bien votre analyse de double matérialité, est-ce que vous avez un système d'incitation lié à des enjeux de développement durable, etc., etc. Nous, on voulait vraiment s'attarder, puisqu'on veut démystifier cette CSRD, dans le SRS2, en fait, on parle beaucoup de jargon. On vous parle d'IRO, alors ça, on a déjà un petit peu vu ce que ça voulait dire. On parle de GOV pour gouvernance. On parle de SBM pour stratégie business model. On parle de DP pour data point. On parle de PAC pour politique action cible. Et enfin, on parle de MDR pour minimum disclosure requirement. Donc, je veux voir, en fait, on voulait voir avec vous un petit peu. Mais finalement, tout ça, c'est des termes qui sont utilisés dans ces fameux ESRS2 et c'est pas évident à comprendre. Alors, la première chose, c'est de revenir un petit peu sur des choses dont j'ai déjà un petit peu parlé. Un enjeu de durabilité, il ne faut pas confondre ça avec un impact et il ne faut pas confondre ça avec une action. Un enjeu, c'est vraiment une question ou un défi de société qui peut être lié à l'environnement, à l'économie, à la gouvernance, enfin c'est une grande question qu'on vit. Déchets, climat, enfin c'est très général, quoi. Et puis après, on a les impacts. Les impacts, c'est les conséquences qu'il peut y avoir de ces enjeux. Donc si je prends déjà un exemple, ben, vous avez le changement climatique.
qui est l'enjeu en lui-même, la grande question de société. Et puis, une des conséquences, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent. Et donc là, dans ces impacts, l'impact émission de gaz à effet de serre, il est négatif, réel dans ce cas-ci, puisque c'est pas chouette d'avoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre pour plein de raisons. Et il est réel puisque c'est quelque chose qu'on observe déjà dès maintenant. Et puis, vous avez en dernier les actions. Les actions, c'est vraiment les choses concrètes que vous mettez derrière pour résoudre ou pour améliorer ou cet impact, cette conséquence, positive ou négative. Donc ici, si mon enjeu c'était changement climatique, la conséquence émission de gaz à effet de serre, une des actions que je peux entreprendre, c'est de calculer mon bilan carbone. Mon bilan carbone qui me permettra de mieux comprendre d'où viennent mes émissions de gaz à effet de serre pour essayer ensuite de les réduire. Alors donc ces impacts, ils peuvent, comme on l'a déjà dit, être positifs, négatifs, réels ou potentiels. Si vous vous dites, voilà, moi, mon enjeu, c'est le personnel, c'est les employés. Dans cet enjeu, l'impact, c'est le burn-out. Eh ben, si vous avez un cas de burn-out avéré dans votre entreprise, on appelle ça un impact négatif réel. Si vous savez que vos équipes sont sous tension, mais qu'il n'y a pas vraiment eu encore de cas avérés, on peut appeler ça, alors on peut dire que c'est un impact négatif potentiel. Idem pour l'environnement, si vous avez pollué des eaux, c'est réel. S'il y a un risque de pollution, c'est potentiel. Au niveau des risques et des opportunités, donc ça, c'est des choses sur lesquelles je reviens, que j'ai déjà un petit peu parlé, mais donc un risque, c'est vraiment, risque et opportunité, c'est lié à l'aspect financier. Donc, un risque, c'est les effets négatifs sur les finances, alors qu'une opportunité, c'est les effets positifs sur les finances. Un exemple de risque négatif, une augmentation des coûts si vous devez dépolluer des eaux, une atteinte à votre réputation, ça, ce sont des risques qui sont, c'est des risques financiers. Et puis, au niveau des opportunités financières, mais si vous créez un nouveau marché, comme je disais tantôt, que vous avez la solution pour dépolluer les eaux, ça peut être un nouveau marché. Si vous avez accès à un financement public parce que vous faites un beau rapport CSRD, c'est aussi une opportunité. Donc voilà, risque et opportunité, c'est vraiment lié au financier. Alors, une fois que vous avez identifié, donc vous avez fait correctement l'exercice, vous avez identifié donc que vous aviez des enjeux matériels. Ces enjeux matériels, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent porter sur l'environnement, le social et la gouvernance. Peu importe le sujet, donc si vous êtes en pollution, en économie circulaire, vous êtes en gouvernance, peu importe, on va vous demander, derrière la CSRD, de dire quelles sont les politiques, les actions et les cibles que vous mettez en place derrière ces enjeux. Autrement dit, ce qu'elle appelle les PAC, donc politique, action et cibles. Alors, si je donne un exemple, imaginons ici, on a l'enjeu changement climatique. Quel serait un exemple de politique derrière l'enjeu changement climatique qui s'est avéré être un enjeu matériel? Mais la politique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une politique, c'est une orientation générale, c'est quelque chose qui est assez large, assez flou. Et donc, ici, par rapport au changement climatique, on pourrait dire qu'une politique, nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone. Ça, c'est un exemple de politique. Après, nous, on est intéressés de savoir, mais finalement, derrière cette politique, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Quelles sont les actions concrètes qu'on met en place? Une action concrète pour s'engager à réduire notre empreinte carbone, c'est par exemple de mettre en place, d'installer 1000 panneaux solaires. Et enfin, la cible, mais finalement, c'est l'objectif que je veux atteindre. Ok, donc je veux réduire mon empreinte carbone. Pour cela, j'ai mis en place 1000 panneaux solaires et j'espère que d'ici 2030, j'aurai réduit mes émissions de 40%. Une fois donc on a identifié cet enjeu matériel, on a donc l'obligation, on a toujours les politiques et les actions et les cibles pour chacun des enjeux qui sont matériels. Mais en plus de ces politiques, actions et cibles, il faut aussi fournir d'autres données qui sont appelées des data points. Data point, c'est un synonyme pour dire indicateur. Alors, il faut juste bien faire attention que data ne veut pas spécialement dire quantitatif. Et d'ailleurs, il y a même plus de données qualitatives qui sont demandées que de quantitatifs. Donc en fait, qualitatif, c'est du texte. Il faut nourrir par du texte.
Mais vraiment, ce qui empêche au greenwashing, c'est d'alimenter ces textes avec des chiffres, avec des unités monétaires, avec des kilowattheures, avec des tonnes de CO2. Donc tout ça, en fait, que ce soit du texte, des unités monétaires, des tonnes de CO2, c'est ce qu'on appelle un data point. Ces data points, ils peuvent être soit rien du tout, soit conditionnels ou alternatifs. Conditionnel, imaginons que vous êtes dans le secteur du charbon, mais si vous êtes dans le secteur du charbon, on va vous demander un certain data point en plus. Si vous n'êtes pas dans le secteur du charbon, vous n'allez pas devoir donner ce data point. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnel. Vous êtes conditionnel au fait d'appartenir à ce secteur du charbon ou pas. Et puis, vous avez les data points qui sont alternatifs. Par exemple, on vous demande de fournir un bilan carbone des émissions. Après, j'ai envie de vous dire, si vous faites votre bilan carbone selon la méthode bilan carbone, pour parler en termes plus techniques, GHG protocole ou l'ISO 14064, peu importe, tant que finalement vous fournissez vos émissions CO2. Donc ça, c'est l'alternative parce que vous avez le choix de choisir la méthode que vous préférez. Et puis alors, il y a un dernier terme un petit peu technique par rapport à ces data points. C'est ce qu'on appelle le phase-in ou les dispositions transitoires. En fait, pour certains data points, la CSRD autorise un délai supplémentaire. Donc, elle vous dit, mais pour me fournir cette donnée, tu peux encore me la donner dans 1, 2 ou 3 ans. Et particulièrement pour les entreprises de moins de 750 employés, ETP, qui, elles, ont encore des délais supplémentaires par rapport à toutes les autres. Et on fait, oui, voilà, c'est ça. Le 26 février, il est possible que ça se soit revu, évidemment. Alors, les périmètres, donc pour maintenant que vous êtes à l'aise avec la notion enjeu, à l'aise avec la notion politique, action et cible et indicateur, les périmètres utilisés ne sont pas toujours les mêmes. Donc l'enjeu de durabilité, on l'a vu, il doit être étudié au travers de la chaîne de valeur. On doit autant aller se poser des questions sur les émissions au Bangladesh, si on a une filiale au Bangladesh, que chez nous. Les politiques, actions et cibles, c'est vous qui voyez, parce que vous pouvez autant adopter des politiques propres à vos opérations propres, ou alors, par exemple, si vous avez une politique du droit sur le fait de ne pas faire travailler des enfants, mais là, ça peut aller en dehors de vos opérations propres et aller au travers de votre chaîne de valeur. Donc, pour les politiques, actions et cibles, le périmètre, c'est vous qui le choisissez. Au niveau des indicateurs, là, par contre, le périmètre qu'il faut choisir pour mesurer ces indicateurs, c'est de prendre en compte toutes les entités que vous détenez à plus de 50%, donc en fait qui sont consolidées à 100%. La seule exception possible, imaginons vous avez plein de filiales avec, je sais pas moi, vous avez plus de 1000 employés dans chacune des filiales et puis vous avez une filiale avec 4 TP. Mais dans ce cas-là, c'est pas très pertinent de l'inclure dans le calcul des indicateurs et on peut, si on le justifie et si évidemment on garde la même méthode d'année en année, l'exclure du champ. Alors, fonctionnement des ESRS, ça c'est important, j'en ai déjà un petit peu parlé aussi, mais donc cet ESRS2 qui renferme donc ces informations générales à publier, qui sont sur la stratégie, comme je l'ai dit, ça peut être sur la gouvernance, sur comment vous avez conduit votre analyse de double matérialité, elles sont obligatoires dans tous les cas. Donc même si aucun enjeu ne s'est avéré matériel, vous êtes obligé de publier ces informations-là. Et puis après, une fois que vous avez identifié un enjeu comme matériel, il y a des data points, donc des indicateurs. Maintenant, vous êtes aussi à l'aise avec cette notion. Il y a des indicateurs qui sont obligatoires. Alors, ces indicateurs obligatoires, il y a ce qu'on appelle les MDR, Minimum Disclosure Requirement. Donc, je vous ai dit, pour chacun des enjeux matériels, on va parler de politique, d'action et de cible. Et en fait, les MDR, ce sont le minimum des informations que vous devez donner sur ces politiques, actions, cibles. Donc, c'est de, je ne sais pas moi, dire l'objectif de la politique, par exemple, qui l'a mis en place et ce genre de choses. Ça, c'est des informations minimum à donner sur ces politiques, actions et cibles. Et puis, en plus de ces MDR, donc de ces informations minimum à donner sur les politiques, actions et cibles, vous pouvez avoir d'autres indicateurs obligatoires, j'y reviendrai.
Ensuite, vous avez les data thématiques. Donc, c'est vraiment de dire, mais finalement, moi, voilà, maintenant, à travers l'analyse de double matérialité, on a par exemple identifié que la pollution était un sujet chez nous. Ok, mais est-ce que la pollution, c'est un sujet chez moi, mais c'est pas forcément un sujet, la pollution des sols. Moi, je ne suis concernée que par la pollution des eaux. Je ne suis pas concernée par la pollution des sols. Ou je suis dans une entreprise chimique, donc en fait, je travaille avec des substances extrêmement toxiques. Mais dans ce cas-là, ça me concerne. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, même si je pollue les sols, c'est pas forcément avec des substances très très dangereuses. Et donc, en fait, dans ces sujets, dans ces enjeux matériels, il y a des sous-sujets. Et il faut aussi évaluer, ben, finalement, est-ce que ça vous concerne ou pas? Vous pouvez simplement ne pas être concerné parce que c'est pas dans votre business et puis point, c'est tout. Mais imaginons donc que l'enjeu pollution est matériel pour votre entreprise et puis que vous dites, ben, dans cette pollution, moi, c'est la pollution des eaux qui me concerne. Et ben, pour la pollution des eaux, il y a quelques data points qui devront être euh, donnés par rapport à cette pollution des eaux et que la CSRD attend de vous. Et puis alors, évidemment, il y a des par sous-sujets, donc par pollution des eaux, les substances extrêmement polluantes, etc. Il y a des data points volontaires. Et donc ça, c'est vraiment dans le but d'encourager aux bonnes pratiques, si vous souhaitez le faire, mais voilà, ça reste vraiment volontaire. À nouveau, on verra le 26 février, mais il est possible que tout ça, ça change un peu. Donc voilà, là, c'est expliqué en l'état actuel des choses. Pour vous donner un exemple, si donc j'ai identifié le personnel comme un enjeu, mais je suis obligée de publier les 133 data points, on y reviendra aussi, mais donc de l'ESRS2. Et puis donc j'identifie le personnel comme un enjeu matériel. J'ai mes MDR, mes fameuses minimum d'informations que je dois publier sur les politiques, actions et cibles. Et en plus de ça, j'ai 13 data points, 13 indicateurs supplémentaires. Okay, on va voir ça juste après. Et puis, dans ces fameux data thématiques, ben, je peux me dire, OK, moi, le personnel, c'est important. Est-ce que après, chez nous, le sujet de l'inclusion des personnes handicapées, c'est un sujet? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça ne nous concerne pas? Imaginons que ça nous concerne. Dans ce cas-là, je dois dire le pourcentage de personnes handicapées parmi les employés. Et alors, en volontaire, ben ça c'est vous pouvez choisir ou pas. Et ici, ce serait de dire un data point volontaire sur ce volet-là, c'est de dire le pourcentage de personnes handicapées parmi les employés en fonction du genre, par exemple. Ça, c'est volontaire. Vous pouvez le dire ou pas. Alors, je vous ai dit, on va revenir. Donc, ici, on avait parlé donc dans les data thématiques obligatoires. Donc, une fois que vous avez identifié un enjeu comme matériel, vous avez les fameux MDR, donc les informations minimum à fournir sur vos politiques, actions et cibles. Et puis, vous en avez parfois des autres qui sont obligatoires. Ces autres obligatoires, ils peuvent s'appeler IRO, impact, risque et opportunité, Gov, gouvernance, SBM, stratégie et business model, PAC, politique, action cible, donc ça on l'a déjà vu, et dans les politiques action cible, on parle soit de mesures et target ou de MDR. Donc ça, vous voyez, on est vraiment à fond dans le jargon de la CSRD. Alors, donc, dans ces informations obligatoires à publier, les IRO pour l'environnement, donc les impacts, risques et opportunités, la CSRD les rend obligatoires dans tous les cas. C'est-à-dire que vous devez toujours expliquer en fait comment vous avez mené votre analyse, comment vous avez identifié ces risques, ces opportunités, ces impacts sur les enjeux environnementaux. Et puis, dans ce qui est, voilà, maintenant, cet enjeu est obligatoire, est important pour moi, est matériel, mais vous allez devoir donner possiblement, alors c'est pas toujours le cas, des informations en plus sur la gouvernance, la stratégie et le business model et les politiques, actions et cibles, ça c'est toujours. Gouvernance, c'est par exemple, on vous demande, est-ce que, il y a notamment ça pour le changement climatique, est-ce que vous avez un système d'incitation, de rémunération qui varie en fonction des objectifs climatiques, est-ce qu'ils sont atteints ou pas? Est-ce que si vous avez diminué vos émissions de CO2, il y a une rémunération derrière pour récompenser vos employés, par exemple? Ça, c'est un data point qui est demandé, qui est obligatoire à partir du moment où le changement climatique a été identifié comme matériel.
Et puis, vous avez le SBM, Stratégie Business Model. Mais à quel point est-ce que la pollution, à quel point est-ce que le changement climatique impacte ma stratégie et mon business model? Ou est-ce que j'ai changé ma stratégie et mon business model du fait que j'ai identifié la pollution comme un enjeu matériel? Ça, ce sont des fois, alors le GOV et le SBM, ce sont parfois des choses qui sont demandées de manière obligatoire ou pas en fonction de quel enjeu on a identifié comme matériel. Et puis, vous avez ces fameux data thématiques qui sont obligatoires. Donc ça, c'est ce que j'expliquais avec les personnes handicapées. L'inclusion des personnes handicapées, c'est des données qu'il faut fournir si c'est un sujet chez vous, les personnes handicapées ou pas. Donc, en résumé, le fonctionnement des SRS, vous avez ce fameux ESRS2 avec les informations générales et au total, c'est 133 data points. Donc 133 indicateurs. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça. Mais finalement, derrière, ça va assez vite. On va vous dire, mais par exemple, est-ce que votre périmètre que vous avez choisi pour vos états financiers, c'est bien le même que celui de vos états financiers? Est-ce que donc c'est le périmètre consolidé? Est-ce que vous avez exclu des filiales ou pas? Si oui, pourquoi? On va vous demander, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel est le ratio de femmes et d'hommes dans votre conseil d'administration? Est-ce que vous pouvez me décrire quels sont pour vous vos marchés importants et quels sont vos gros groupes de clients, etc., etc. Donc en fait, c'est des informations vraiment générales sur l'entreprise, mais qui sont obligatoires de donner. Et puis alors, vous avez donc ces fameux ESRS thématiques, donc 5 sur l'environnement, je répète, climat, pollution, l'eau, la biodiversité et l'extraction de ressources, le sociétal sur votre personnel, le personnel dans votre chaîne de valeur, les communautés affectées et enfin les utilisateurs finaux, et puis la gouvernance, où on a tout ce qui est corruption, bien-être animal, culture d'entreprise, etc. Et donc, dans ces ESRS thématiques, uniquement pour les enjeux liés à l'environnement, vous êtes obligé d'expliquer comment vous avez identifié, donc c'est les IRO, comment vous les avez identifiés, comment vous avez identifié les impacts, risques et opportunités d'un point de vue environnemental. Et puis, vous faites votre analyse, donc vous avez fait votre analyse de double matérialité, et là, vous avez des enjeux matériels qui apparaissent. Une fois que vous avez les enjeux matériels qui apparaissent, vous avez d'autres informations obligatoires à fournir. Ces informations obligatoires, c'est le minimum, donc les MDR, Minimum Disclosure Requirements sur les politiques, actions, cibles. Et puis parfois, vous avez en plus des informations à fournir sur la stratégie et le business model et la gouvernance. Ça dépend un petit peu de quel SRS est concerné. Et enfin, après, vous vous dites, voilà, maintenant, moi, l'enjeu, il est matériel. Est-ce que dans l'enjeu pollution, je suis concernée par la pollution de l'eau, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols? Non, uniquement la pollution du sol. OK. Dans ce cas-là, si je suis uniquement concernée par la pollution des sols, je dois fournir quelques données. Si je suis concernée uniquement par des substances préoccupantes, par exemple, ici, on a mis un exemple, on a dit, voilà, vous êtes concerné par les substances préoccupantes, la CSRD vous demande de dire les quantités totales que vous avez utilisées. Si vous n'avez pas utilisé de substances préoccupantes, vous n'allez pas le dire. Vous n'êtes pas concerné, OK? Et puis, vous pouvez ou pas faire le choix de, en plus, donner des informations volontaires. Donc ici, toujours par rapport à cet exemple de pollution, ce serait de dire le nombre d'incidents non conformes que vous avez eu. Durant toujours, on se base toujours sur le dernier exercice comptable, hein. Et donc, un résumé par ESRS. Vous avez donc les ESRS obligatoires, le ESRS 2, avec ces fameux 133 data points obligatoires qui parlent des informations générales. Et puis, ces fameux MDR, en fait, ils sont aussi expliqués dans le SRS 2. Donc, dans le SRS 2, on vous explique que chaque fois que vous allez avoir une politique action cible pour ensuite les SRS thématiques, il faudra venir se référer au MDR de l'ESRS 2. Et dans chacun des ESRS, donc ici en vert, ce sont les environnementaux, en bleu, les sociaux, et en mauve, la gouvernance. On vous a dit, donc, il y a chaque fois ces MDR qui sont à fournir.
hop, il faut aller voir ici, 6, 11, 3, 13. 13 sur les cibles, 3 sur les mesures, 11 sur les actions et 6 sur les politiques. Et en plus de ces MDR par ESRS thématiques, vous en avez d'autres qui sont obligatoires. Vous en avez qui sont obligatoires dans tous les cas. C'est ce que je vous ai dit. Pour l'environnement, il y en a qui sont obligatoires dans tous les cas. Tous les cas, ça veut dire même si l'enjeu n'est pas matériel. Et puis, vous en avez un autre montant parfois. Vous voyez ici, pour le climat, il y en a. Pour la pollution, il n'y en a pas, par exemple. Pour l'eau, il n'y en a pas non plus. Dans certains cas, vous en avez des supplémentaires qui portent sur la gouvernance ou la stratégie et le business model. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. J'espère que ça vous a éclairé et que ça a un petit peu démystifié ce concept de CSRD. Alors, avant de répondre à vos questions et d'arrêter de partager, comme ça on pourra vous voir, enfin non, pas vous voir, vous pourrez nous voir. On vous donne déjà rendez-vous le 19 février après-midi pour le prochain webinaire. Donc, on a préparé tout un cycle en fait à venir. Le prochain, ce sera sur le changement climatique. Celui d'après, on a décidé de regrouper la pollution et l'eau. Celui d'après, on regroupe l'économie circulaire et la biodiversité. Celui encore d'après, ce sera le S1 et le S2, donc vos travailleurs et les travailleurs de la chaîne de valeur. Et puis alors encore un dernier. On regroupe 3 ESRS, la gouvernance, l'impact sur les clients et les communautés affectées. Donc il y a toute une série de webinaires qui arrivent pour pouvoir décortiquer la suite. Donc maintenant, avec les 5 minutes qui nous restent, je vais parcourir les questions. Donc n'hésitez pas. Il y a déjà des questions que je vais parcourir, mais on peut arrêter le partage. Ouais. Donc déjà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans la conversation. Et alors, je vais prendre quelques questions. Donc, est-ce que les slides seront disponibles? Oui, donc il suffira de nous envoyer un petit email. Donc, on vous fera un petit suivi et vous nous envoyez un mail, on vous les envoie. Fabrice qui demande si ça vaut la peine de faire la formation HEC. Oui, oui quand même. C'est pas forcément la CSRD selon moi ne va pas disparaître. Hein. Donc peut-être juste pour préciser et ça rejoint la question suivante, Héloïse qui demandait pouvez-vous définir la double matérialité? Ça a été fait, mais vraiment il faut voir que l'intention c'est d'arrêter d'avoir des entreprises qui parlent du fait qu'elles enlèvent des gobelets en plastique de leur salle de réunion. En gros, toute la CSRD ne dit que, elle dit, toute la CSRD, en fait, elle cadre 2 choses. C'est, vous arrêtez de nous dire que vous mettez du café en grains dans vos salles de réunion et que vous enlevez les gobelets en plastique, mais vous nous parlez des vraies choses qui comptent, première chose. Et deuxième chose, vous ne faites pas faire ça aux stagiaires du coin, on veut que ce soit le board qui s'en occupe. Donc, en gros, tous ces data points, tout ça est fait pour que ce soit bien fait. Et de nouveau, on n'a pas attendu la CSRD pour faire des rapports bien faits. Il y a une norme qui s'appelle le GRI, Global Reporting Initiative, qui permet de faire des rapports de super qualité depuis 30 ans. Donc voilà, petite précision. Alors, je continue dans les questions. Randy, sur base des notes données à chaque enjeu, comment fixe-t-on le plancher à partir duquel les thématiques sont matérielles? Eh bien, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas. Je veux dire, il n'y a pas la CSRD ne donne pas de règles à ce niveau-là. Donc, on peut très bien décider, donc, dans cette fameuse matrice, que ce qui est matériel, bah, c'est le rikiki du dessus et de droite. Mais en vrai, pour un lecteur externe, si une banque, un investisseur ou un auditeur voit ça et dira, bah, les amis, c'est quand même moyen, quoi. Mettez quand même un seuil un petit peu plus bas. Mais l'entreprise décide de son seuil. La CSRD ne cadre pas ça. Ensuite, autre question. Qui seront les organismes habilités à auditer, contrôler? Bah, donc, chez nous, en Belgique, ce sont les réviseurs d'entreprise, avec cette grande particularité belge qui est que les cabinets d'audit peuvent également aider les entreprises à rédiger leurs rapports et ils peuvent également les auditer. Ce qui, à mon sens, n'est peut-être pas le truc le plus légal, mais c'est comme ça, c'est la Belgique. Alors, Véronique, les ESRS tiennent-ils compte des différentes législations belges, région wallonne, comme le permis d'environnement, les CCT interprofessionnelles, sectorielles? Non. La CSRD tient compte des autres régulations européennes qu'elle elle-même a mis en place, donc taxonomie, etc. C'est vraiment, elle essaye de rester cohérente, mais il n'y a pas eu d'application
par pays, parce qu'à nouveau, c'est au niveau européen, donc on va pas aller chercher les réglementations de chacun des pays et les mettre dans la CSRD. Voilà, et alors une dernière question. Et alors, il y a quelqu'un, j'ai vu passer, qui demandait pour la formation HEC, c'est ça? La formation HEC, c'est la formation enzyme. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet ENZYMES, enzyme, qui va commencer bientôt. Et alors, attendez, j'ai encore des questions. Il nous reste une petite minute. Y a-t-il déjà des premiers rapports CSRD disponibles à la lecture? Oui. Oui. Oui, oui, il y en a. Il y en a. On pourra en mettre. Peut-être on pourra vous en envoyer un. Je pense qu'on va vous faire un petit mail de suivi après ce webinaire. On pourra vous envoyer. Ou alors vous nous contactez, on vous envoie. Ouais, ouais. Oui, oui. En sachant que souvent aussi, pas toujours, mais ceux qui ont déjà été publiés, c'est aussi pour les premières entreprises qui sont soumises. Donc ces fameuses entreprises cotées qui elles-mêmes étaient déjà soumises à une ancienne directive. Donc elles ont déjà un peu plus la main, quoi. La main, Elles oui. ont un peu plus la main. Vous imaginez bien une société de 300 personnes qui dépasse le seuil, ils sont complètement, enfin, ils sont très loin de tout ce qui est nécessaire pour construire ça. Alors, je vois un message de Patrick qui nous dit bravo, vous êtes brillante. Eh ben, ça, merci Patrick, ça fait notre journée. Alors, je prends encore une question. Donc, oui, donc la formation HECC enzyme. Actuellement, les entreprises qui appliquent la CSRD publient le rapport avec une assurance limitée. Mhm. Oui, absolument. Après quelques années, l'Union européenne prévoit de passer à une assurance raisonnable. Êtes-vous d'accord ou pouvez-vous commenter, s'il vous plaît, si l'on présume que la CSRD restera en place comme aujourd'hui? Oui, effectivement. Alors, on va bien voir ce que ce changement, déjà, à partir du 26 février, va Ouais. apporter. Moi, alors c'est très bien qu'il y ait un audit, mais mon point de vue, c'est qu'un maçon n'est pas un électricien. Donc là, pour être tout à fait honnête, je trouve que demander à des financiers, à des réviseurs d'auditer un rapport ESG, c'est demander à un maçon d'auditer l'électricien. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu mon avis sur le sujet. Je pense que les auditeurs vont monter en compétences, bien entendu, d'année en année, hein, tout comme nous, on fait de l'ESG, mais on est des financiers à la base. Mais aller auditer le chiffre d'un bilan carbone, par exemple, mais il faut avoir fait du bilan carbone dans sa vie pour savoir si le chiffre est correct ou pas. Et donc là, moi, j'ai une réserve. Je trouve qu'en France, c'est beaucoup mieux fait. Ouais, tout à fait, je suis Voilà. assez alignée. Et je regarde encore la dernière question, midi 1, et puis on vous laisse. Merci pour ce webinaire très intéressant et pro. Rendez-vous lors des suivants sans faute. Eh ben, super, ça me fait fort, fort plaisir. Je regarde juste si dans la conversation, il n'y a pas d'autres questions. OK, peut-on très globalement dire que les ESRS2 permettent d'éviter que l'entreprise sous-évalue leurs impacts Oui. réels? Oui, complètement. Donc oui, cet C'est vraiment ça. ESRS2, information générale, il est vraiment là pour éviter qu'on puisse dire ah bah enfin chez moi rien n'est matériel et puis c'est bon de toute façon c'est bon comme ça. Mais non, parce qu'il force à expliquer comment est-ce qu'on a fait l'analyse de double matérialité et quand on Oui. doit l'expliquer, euh, ça coule de source que ensuite on va avoir des enjeux matériels. C'est ce que je disais, en pratique, ne pas avoir d'enjeux matériels, c'est impossible. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais, qu'on arrête de parler des gobelets en plastique, enlever des salles de réunion, quoi. Même si, bien entendu, c'est beaucoup mieux de ne pas en avoir, mais qu'on parle des vrais sujets. C'est vraiment ça le défi. Voilà, alors écoutez, il est 12h02. J'avais promis qu'on respectait le timing. Donc, un tout grand merci et à bientôt pour le prochain webinaire aussi. Merci Pauline. De rien, merci à toi. À bientôt, au revoir Au tout le monde. revoir.